Je le redis à chaque fois, mais cette vidéo est ma préférée du trimestre. C'est parti pour les inspirations et favoris de ces 3 derniers mois. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu ce qui m'a inspiré, ce que j'ai aimé pendant l'été. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être constaté, c'est la première fois qu'on se situe dans ce décor-là qui est mon bureau. Alors le côté bibliothèque derrière, ça fait un petit peu stéréotypé des auteurs et autrices sur YouTube ou des booktubeurs et booktubeuses. Vous inquiétez pas, les fonds vont évoluer au fil du temps. Simplement, j'ai utilisé en fait l'argent du Patreon. Donc si vous savez pas, j'ai une page sur Patreon qui est un site de mécénat individuel pour les personnes qui veulent soutenir la production de ce genre de contenu ici en vidéo, en podcast, qui est gratuit et sans pub. Et là j'ai utilisé l'argent des 6 premiers mois de 2020 pour acheter notamment un trépied et une lampe arrondie là qui fait de la lumière qui me permet donc de filmer dans mon bureau, qui est un endroit qui est plutôt sombre et qui me permet pas habituellement de filmer uniquement avec la lumière naturelle. Donc là je vais pouvoir diversifier un petit peu les fonds de vidéo, ça me fait plaisir. Et du coup bah peut-être que mon premier favori ça peut être cette fameuse lumière là et puis ce fameux trépied qui me permettent de faire des vidéos. Et puis comme j'ai des choses de prévues en termes de vidéos autour de tutos d'aquarelle et de choses comme ça, ben c'était plutôt sympa de pouvoir tourner sur le grand bureau, d'avoir une lumière artificielle pour pouvoir vous filmer en fait les aquarelles. Donc il y a des trucs sympas qui vont venir. Ensuite, deuxième favori, j'y pense parce qu'il n'est pas matériel et qu'il n'est pas là, c'est la série Dark sur Netflix. Donc, la 3e saison est sortie, je vous en parle maintenant parce que la 3e et dernière saison de la série est sortie. Donc c'est une série allemande. Ça ressemble en première apparence à, vous savez, ces espèces de polars un peu nordiques. Je sais qu'on a sorti un de ce genre en France qui s'appelle Zone Blanche. Vous savez, les espèces de polars qui se passent dans un petit village, dans la forêt ou dans les montagnes, avec une communauté un petit peu reculée, avec des secrets entre les voisins, comme ça, un petit peu sombre, etc. Donc là, on est dans ce genre-là, en tout cas en apparence. Mais vous allez voir que très rapidement ça bascule dans autre chose. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, sachez simplement qu'il y a un fort côté imaginaire surnaturel, voilà. Et pourquoi j'ai aimé cette série? Alors sachez que c'est une série où vous pouvez pas regarder Instagram en même temps, où vous pouvez pas discuter avec votre conjoint ou vos amis en même temps. C'est le genre de série où si vous tournez la tête 5 secondes, vous comprenez plus rien, faut vraiment être concentré, et pas seulement parce que c'est en allemand et qu'il faut lire les sous-titres, enfin je suppose qu'il doit y avoir un doublage en français si vous préférez, mais parce que c'est un scénario qui est quand même assez complexe, qui a pas mal de détails, qui est ultra bien ficelé. Pour le coup, ils se sont lancés, là c'est l'autrice qui parle, et scénaristiquement parlant, ils se sont lancés dans un truc particulièrement complexe, et ça se tient de bout en bout, c'est impressionnant. Voilà, donc là, franchement, qualité du scénario, chapeau. Qualité des personnages aussi, chapeau. La manière dont ils évoluent, etc., c'est chapeau. Et donc, troisième chose que j'ai bien aimée, c'est pour ça que je vous en parle là, alors que la 3e et dernière saison est sortie, c'est que pour une fois, c'est pas le genre de série où vous avez des cliffhangers un peu artificiels à chaque épisode ou à chaque fin de saison pour que à court terme on vous donne envie de regarder la suite, mais que quand vous le regardez dans son ensemble en fait ça n'a plus aucune cohérence parce qu'il y a eu une espèce de surenchère. Enfin moi c'est vraiment le genre de choses, à moins que ce soit dans un manga japonais de shonen type Dragon Ball parce que ça fait partie du genre, mais si c'est pas un genre comme ça, moi ça me gonfle un petit peu, ces espèces de promesses qui gonflent tout le temps parce qu'on essaye d'attirer les spectateurs et spectatrices à l'émotion en fait, à vouloir voir tout de suite la suite maintenant, mais on reste vraiment focalisé sur du très court terme, et quand on dézoome un petit peu l'ensemble d'une saison, voire l'ensemble d'une série, ça n'a ni queue ni tête, les personnages sont pas cohérents, l'univers n'est pas cohérent, c'est insupportable. Et ben Dark c'est pas du tout comme ça. C'est très cohérent de bout en bout, du début à la fin. La fin, c'est une vraie fin, c'est pas une fin du genre ah ben désolé, on a annulé la série, donc salut bisous, hein. C'est une vraie fin, il y a une satisfaction
vous savez, ce sentiment de satisfaction d'arriver à la fin d'un arc narratif, quoi, qui est quelque chose de plus en plus rare dans les séries aujourd'hui, parce qu'il y a toujours le teasing de la saison suivante à la fin d'une saison, puis si la série est annulée, ben voilà, dans baba. Alors là, il y a un vrai sentiment de satisfaction, il y a un vrai sentiment de fin. C'est une fin qui est logique et cohérente par rapport aux personnages, par rapport à tout ce qui a été installé dans les saisons précédentes. Enfin, voilà, il y a vraiment une unité narrative de ces 3 saisons qui est vraiment cool, qui devient rare aujourd'hui, et qui mérite donc d'être dite. Favori suivant, un bouquin. Il y a beaucoup de non-fiction, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait j'ai lu un seul bouquin de fiction pendant tout l'été. Du coup, favori suivant, Essentialisme de Greg McKeown. Donc là je l'ai lu en... je sais pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Je l'ai lu en anglais. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Faudra regarder. En gros, qu'est-ce que c'est essentialisme? Si on veut schématiser, c'est un petit peu le minimalisme de l'emploi du temps. Si on veut. C'est pas la même chose que le slow. J'en ai déjà parlé du slow, du fait de prendre son temps, etc. C'est pas tout à fait la même philosophie, parce qu'il est pas trop dans le fait de trouver son juste rythme et de casser l'injonction à la productivité. Il reste dans un côté d'aller vers ses objectifs, d'être productif, de tirer le meilleur de notre énergie, etc. Mais vraiment dans une approche minimaliste en fait. Je sais pas trop comment d'autres vous le dire. C'est que de la même manière que le minimalisme des objets, ça va être, et d'ailleurs il fait ce parallèle là avec la garde-robe dans son bouquin, ça va être par exemple décider d'avoir moins de vêtements dans la garde-robe pour que ce soit plus facile à ranger, que ce soit plus facile à choisir, et qu'on ne porte que des tenues qu'on aime, par exemple. Bah là c'est un petit peu la même chose, mais appliqué à nos activités, à ce qu'on met dans notre agenda, de vraiment s'assurer que ce qu'on met dans notre agenda, c'est des choses qui vont dans la direction de nos projets, nos priorités à nous, qui sont pas en train de remplir finalement les objectifs d'autres personnes plutôt que d'être dans nos objectifs à nous et nos envies à nous et dans notre vie à nous. En gros, la théorie c'est de dire que si soi-même on décide pas ce qu'on veut faire de notre vie, où on veut aller et vers quoi on veut mettre notre énergie, bah ce sera décidé par des facteurs extérieurs. Ce sera décidé par d'autres personnes qui vont nous demander de l'aide sur leurs projets à eux, leur machin, et que si on pose pas de limite à l'aide qu'on leur apporte, bah en fait on va donner toute notre énergie pour leurs projets, leurs ambitions, leurs intentions plutôt que les nôtres. Ça veut aussi dire qu'on peut se retrouver, rappel au contenu que j'ai posté la dernière fois par rapport au minimalisme numérique, ça veut dire qu'on peut se retrouver à jouer le jeu des réseaux commerciaux par exemple, à rester des heures à scroller, parce que eux leur intention elle est bien claire, qui est de nous faire rester sur l'application, et nous si on n'a pas d'intention claire avec notre temps, ben du coup on se laisse embarquer là-dedans, c'est un petit peu ça l'idée aussi. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de reprendre le contrôle sur notre emploi du temps, sur notre agenda, commencer par réfléchir à ce qu'on veut vraiment, ce qu'il appelle essential intent, qu'on pourrait dire intention essentielle, qui devrait y en avoir qu'une et pas 50 000, de la même manière il devrait y avoir une priorité, pas 50 000, et que en fait d'avoir cette vision finalement qui est très claire pour nous-mêmes et qui nous permet du coup de trier nos engagements, nos tâches, notre agenda de la même manière qu'on trierait une garde-robe dans un but minimaliste. Donc je vais pas aller trop dans le détail là-dedans parce que je pense que je vous en reparlerai des différents aspects de ce bouquin dans des vidéos dédiées. Tout ce que je peux vous dire c'est que le truc qui m'a un petit peu moins plu, c'est que c'est hyper orienté business. Enfin c'est très américain dans le sens où c'est très orienté entrepreneuriat, monter son business, il donne plein d'exemples de chefs d'entreprise qui font ceci, cela, etc. etc. Donc il y a un côté très... Justement, c'est ça que je dis que c'est pas du slow, parce qu'il y a un côté qui reste très corporate, très... Le but c'est l'efficacité, le but c'est de réussir, le but c'est de fonctionner au plus haut niveau et d'être hyper successful. Enfin, voilà, il y a vraiment ce côté un peu... où on reste un peu dans cette espèce de truc de l'hyper-productivité. Et alors moi déjà, je suis plutôt du genre à me dire que j'ai pas envie de beaucoup travailler, que j'ai pas envie de... Enfin, que j'ai envie de redéfinir les critères de mon succès tout simplement. Après, la manière dont il définit l'essentialisme, on peut très bien redéfinir nos critères de réussite et pas du tout vouloir devenir chef d'entreprise. Hein. Mais il y a quand même cette espèce de côté où inconsciemment ça relie la réussite avec le fait de faire des super carrières socialement considérées comme de la réussite dans notre société à nous. Et l'autre souci que ça pose, c'est qu'il y a beaucoup de conseils qui donnent d'un point de vue boulot,
Donc des conseils de choisir de ne pas aller à des meetings quand ça apporte rien et demander simplement un compte rendu du meeting à la fin, comme ça dure 5 minutes et pas 2 heures. Enfin, plein de conseils de ce type-là qui sont tout à fait applicables si effectivement on est chef d'entreprise ou si on est indépendant ou si on est haut dans la hiérarchie, mais qui comme d'habitude laissent complètement sur le carreau les personnes qui ont des boulots hyper contraignants où ils ont zéro autonomie. C'est un peu le côté, ok, c'est facile à dire quand c'est le chef d'entreprise de Twitter ou d'Amazon qui fait ça. C'est un petit peu plus compliqué à dire quand t'es caissier chez Carrefour, quoi. Donc encore une fois, moi je trouve que c'est des conseils qui sont plus faciles à appliquer pour certaines classes sociales que pour d'autres. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce bouquin-là parce que je pense qu'on en reparlera dans d'autres vidéos, mais ça vous donne une idée générale si jamais vous avez envie de vous le procurer. Ensuite, favori suivant, My Bullet Journal is Inside. On revient sur de la papeterie. Je peux pas vous faire une vidéo de favoris sans vous parler de papeterie. Et donc c'est le dernière couverture en cuir de chez Paper Republic. Peut-être que je pourrais vous mettre en insert, parce que j'ai fait pour Instagram une petite vidéo où je vous montrais mon installation de bullet journal de septembre qui était donc dans ce truc-là. Donc je vous montrerai un petit peu ça. Donc Paper Republic, ça fait partie de ces fameuses marques un peu comme Quintessence, qui sont dans mon petit agenda de marques éthiques, locales, sympas, qualité, chez qui je suis prête à mettre mon argent une fois qu'il est mis de côté. Et donc c'est une marque de papeterie quand même assez luxueuse parce que tout ce qui est couverture en cuir et compagnie, ça a un certain prix. Donc ils font des couvertures en cuir de différentes tailles, ils font... Je crois que vous en avez déjà parlé, c'est possible, parce que j'ai mon bullet journal dans un truc Paper Republic depuis 2016, donc j'en ai probablement déjà parlé. Ils font des carnets, des inserts pour mettre dedans. Ils ont sorti récemment un carnet de dessin, alors que moi j'ai pas testé, mais l'artiste, l'illustratrice A.M. Ariel l'a testé et a même fait toute une vidéo où elle dessine dedans et tout, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo dans les notes là si j'y pense. Et donc récemment, ils ont sorti en gros la couverture en cuir que j'aurais voulu trouver fin 2016 quand je me suis mise au bullet journal et que j'ai acheté ma première couverture. Parce qu'en fait c'est du vrai A5, c'est pas un truc qui est plus petit que du A5, qui nécessite des carnets d'une certaine taille. Là je peux mettre les carnets A5 dedans. C'est une couverture qui a un vrai A5, qui est un petit peu cousu là, donc c'est une finition un petit peu plus sympa. Et à l'intérieur, il y a des... Je sais pas trop si je vais pouvoir vous montrer correctement, mais à l'intérieur, il y a des poches en fait qui permettent de chaque côté, qui permettent de mettre du bazar dedans. Donc je trouve ça hyper pratique parce que mon bullet journal c'est quelque chose que j'emmène un petit peu partout, même si je vais un petit peu nulle part en ce moment, mais j'emmène quand même partout où je vais. Et donc il y a plusieurs élastiques dedans, on peut mettre... Enfin là j'en ai mis 2 parce que mon bullet journal il est un petit peu épais. Et du coup j'ai juste mis un tout petit carnet dans la couverture extérieure. Mais il est possible d'utiliser des... Un petit peu comme les Traveler's Notebook si vous connaissez les trucs de Midori, enfin tous les autres de ce même genre là. Vous pouvez utiliser des élastiques, des caoutchoucs, des machins pour mettre plusieurs petits carnets dedans si vous le souhaitez. Et je vous ai déjà parlé dans les différentes vidéos bullet journal pourquoi j'adore ce système-là pour le bullet journal et pourquoi de manière générale j'adore le système Traveler's Notebook avec plein de carnets parce que je trouve ça hyper flexible tout en ayant cet avantage du bullet journal d'avoir tout au même endroit. Mais voilà, je voulais vous parler de ce portfolio-là en particulier parce qu'ils ont vraiment sorti, je crois que c'était en juin 2020, ils ont vraiment sorti ce que j'espérais trouver fin 2016 quand je me suis mise au Bugeaud dans un Traveler's Notebook. Donc j'en suis absolument ravie. Je l'ai pris en bleu pétrole, là, qui est vraiment la couleur de ma vie. Mais j'attends qu'il se restocke au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est malheureusement en rupture de stock. Parce que déjà c'est fait à la main, c'est fait artisanalement, etc. Donc je pense qu'ils ont des stocks limités. Puis c'est tellement un beau produit qui a vraiment tout ce qu'il faut. Le papier, le cuir est juste souple comme il faut, ni trop épais, ni trop fin. Enfin, alors après il faut aimer les trucs en cuir. Hein. Encore une fois, si vous voulez un système Traveler's Notebook, mais que vous n'êtes pas du genre à aimer le cuir, pour raison X ou Y, ça existe dans d'autres marques, en cuir vegan, ou en tissu, ou en... d'autres matières de ce type-là, mais en tout cas, si vous êtes comme moi du genre à aimer les couvertures en cuir comme ça, et bien celle-ci, c'est-à-dire que si je commençais le bullet journal aujourd'hui, avec aucun achat de fait, avec rien du tout, et que je devais investir dans un truc
je pense que ce serait le portfolio A5 comme ça. Et là j'attends qu'il restocke pour l'acheter en marron, comme ça je peux avoir une couleur d'été, une couleur d'automne-hiver. Mais voilà, je voulais vous présenter ça, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs de manière générale, la marque Paper Republic, pour tout ce qui est papeterie un petit peu haut de gamme, c'est vraiment une marque que je vous recommande. Ensuite, un autre bouquin de non-fiction, Ces habitudes qui font grandir votre talent par Fumio Sasaki. Encore une fois, je sais pas si ça sert à grand chose de vous montrer comme ça, mais bon, je vous le montre. Donc Fumio Sasaki, je l'avais connu avec son premier bouquin, L'essentiel et rien d'autre, qui doit être quelque part là-haut, qui était un livre de minimalisme que j'avais beaucoup apprécié par son côté... comment dire, c'était pas quelque chose comme les japonaises qui disent de ranger sa maison avec un côté très ménagère que j'aime pas trop. Et en même temps, c'était un petit peu plus concret que simplement les trucs philosophiques qu'on peut lire à propos de la sobriété heureuse, à propos de toutes ces choses qui sont très intéressantes aussi. Mais en fait, j'avais beaucoup aimé chez Fumio Sasaki cette espèce de mélange de réflexion philosophique, réflexion sur le minimalisme, réflexion sur les valeurs, ce genre de choses, vraiment où il déroule un petit peu sa pensée, ce que ça lui a apporté, etc., dans le domaine de la réflexion un petit peu théorique. Et un mélange avec quand même des explications concrètes, des conseils concrets, et sans que ce soit une recette magique façon Miracle Morning, vous faites 6 trucs et vous faites les mêmes que moi. En fait, il arrive hyper bien, ce gars, à expliquer les concepts, à expliquer le pourquoi, à dérouler sa pensée et à proposer des options, mais on a suffisamment de cartes en main dans son bouquin pour adapter les options qu'il propose à notre manière de faire parce qu'on a compris le raisonnement derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire, et ben c'est exactement ce qu'il fait avec les habitudes dans ce bouquin-là. C'est-à-dire qu'il a donc 2 premiers chapitres où il parle de la science des habitudes, de ce qu'il a compris sur les habitudes d'un point de vue cognitif et neurologique et compagnie, en citant des études ou des livres ou des choses comme ça de scientifiques, parce que lui il est écrivain mais il n'est pas scientifique, hein. Donc encore une fois, c'est un petit peu comme ce que je vous propose moi, c'est-à-dire que c'est de l'expérience personnelle, ça peut être un avis éclairé parce qu'on a lu des choses, mais ça reste de l'expérience personnelle, de la synthèse d'informations glanées ici et là, mais c'est pas un livre scientifique écrit par un scientifique qui a fait des recherches lui-même. Donc il faut bien distinguer les deux quand vous lisez ce genre de bouquin, entre les gens qui partagent leur expérience personnelle, même si elle est éclairée, étayée, etc., versus des bouquins de personnes qui finalement vulgarisent les résultats de leurs recherches sur des panels de personnes beaucoup plus larges. Donc là voilà, il fait donc 2 chapitres de synthèse un petit peu de ce qu'il a pu lire sur les habitudes. J'ai rien appris de particulier parce que je m'intéresse aux habitudes depuis très longtemps. J'ai vu les mêmes TED Talks qu'il a vus, j'ai lu les mêmes bouquins qu'il a lus. Si vous vous intéressez un petit peu aux habitudes, il y a de grandes chances pour que vous retrouviez vous aussi des choses dont vous avez déjà entendu parler, mais la manière dont il les synthétise et dont il choisit de les ordonner est quand même intéressante. Et moi je trouve que ça fait un rappel intéressant et une manière de présenter qui est intéressante. Et ensuite il a donc ce qu'ils appellent les 50 étapes. Donc je sais pas quel mot était utilisé en japonais pour... qui a été traduit par étapes. Parce que c'est pas vraiment des étapes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 choses à faire pour chaque habitude. C'est pas ça. C'est pas, si vous voulez, c'est pas une espèce de checklist de faut cocher les 50 pour que ça marche. C'est plutôt 50 idées, pistes, propositions concrètes parmi lesquelles on peut puiser pour expérimenter et pour ajuster les choses pour nos propres habitudes. Et ça d'ailleurs, pareil, c'est un peu comme le truc de Greg McKeown, je pense qu'on en reparlera de ce bouquin et de ce qui a marqué, des différentes choses qu'il a marqué dedans. Mais de manière générale, ce que j'aime bien, c'est que justement, c'est un petit peu le pendant de ce que j'ai pas aimé dans le Miracle Morning, où il présente ça comme une recette magique en disant c'est comme ça et pas autrement, ça a marché pour moi donc ça marchera pour vous. Là c'est un petit peu l'inverse, il dit voilà ce qui a marché pour moi, voilà des pistes de réflexion pour tester ce qui marche pour vous, mais j'ai bien conscience que la vie de chacun est différent, que le caractère de chacun est différent, que les circonstances et l'environnement de chacun est différent. Et donc il explique bien que les habitudes, c'est quelque chose qui se met en place par itération en fait. C'est-à-dire qu'on va pas choisir un truc et paf, ça marche tout de suite. Si on veut mettre en place une habitude, mais il faut comprendre comment est notre environnement, comment est notre personnalité, comment est notre vie. Et en fait, on va tester
il y a des choses qui vont marcher, et du coup on va continuer comme ça. Ça va nous apprendre des leçons sur nous-mêmes, sur ce qui marche pour nous. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas marcher. Et le but, ça va être de prendre note de ça, de ce qui marche et de ce qui marche pas. Vraiment avoir une approche un peu scientifique des choses, comme quand on fait une expérience, qu'on note les paramètres et qu'on change après les paramètres pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois les habitudes, c'est comme ça que je vois l'organisation aussi. Tous ces sujets-là qui sont tellement sujets à personnalité, à goût personnel, à caractère, à environnement, à contrainte de vie. Il n'y a pas de recette magique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et du coup, c'est vraiment plutôt de se dire, je fais une expérience, je teste, je fais un retour sur mon test, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et je passe à l'expérience suivante où j'ajuste mon habitude en fonction. Et ça, c'est hyper important parce que plutôt que de tester une habitude, oh bah ça marche pas, c'est pas pour moi, je laisse tomber, c'est plutôt bah je teste. L'option A n'a pas marché, je vais essayer l'option B. Par exemple, je teste en tant qu'écrivaine d'écrire le matin à 5h du matin, ça marche pas. J'essaie de comprendre pourquoi, bah parce que j'ai la tête dans le cul. Et que 5h du matin, c'est pas une heure pour moi de me lever. Ok, je vais tester autre chose. J'écris à 8h du matin. Oui mais ça marche pas parce qu'à 8h du matin, il y a mon mari qui est encore là, j'ai envie de profiter de lui, etc. Ok, bah je teste autre chose, à 10h du matin. Alors 10h du matin, ça marche bien, mais si j'ai pas la tête pleine des mails auxquels il faut que je réponde. Ok, donc itération numéro 4, je vais essayer à 9h30, je réponds à tous les mails, je regarde s'il y a des urgences, je me note mes tâches pour la suite, et hop, à 10h, je me mets à écrire jusqu'à midi. Et après la pause midi, je m'occupe de toutes les tâches que je m'étais notées ce matin. Ah bah là, ça marche bien, dis donc, parce que du coup, j'ai l'esprit serein, je peux écrire, etc. Par contre, si j'essaie de tester d'écrire à 16 ou 17h, ça marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tester différentes choses, et c'est pas parce qu'on teste un truc et que ça marche pas, qu'on n'a pas de volonté, qu'on est nul, qu'on saura jamais écrire tous les jours pour cet exemple-là, ou qu'on saura jamais faire du sport. Ça veut juste dire qu'on n'a pas encore trouvé la formule personnalisée qui marche pour nous maintenant. Et ça évolue aussi avec le temps. Il en parle, Fumio Sasaki, dans son bouquin, qu'on peut garder, contrairement à cette espèce de croyance qui dit bah, dès que c'est fait pendant 30 jours, on garde l'habitude à vie, mais c'est pas vrai ça. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un événement qui change, genre un déménagement, un changement de boulot, un changement d'horaire dans l'emploi du temps, un changement de ci ou de ça, et les habitudes elles se retrouvent complètement par terre. Moi j'ai couru par exemple 5 fois par semaine pendant des années parce que j'avais un certain environnement qui me permettait de le faire. À partir du moment où j'ai quitté mon boulot et déménagé, ben j'ai toutes les peines du monde à me remettre à courir ne serait-ce que 2 fois par semaine aujourd'hui. Alors que j'ai fait ça pendant des années, courir 5 fois par semaine. Donc non, une habitude n'est jamais complètement acquise, mais ce n'est jamais complètement impossible d'acquérir une habitude, on n'est jamais pas fait pour. Si ça marche pas, c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qui marche pour nous maintenant. Et si ça ne marche plus, c'est qu'il y a des circonstances qui ont changé et qu'il faut du coup revoir les paramètres. C'est un petit peu comme si vous étiez des alchimistes à essayer de mettre en place la formule avec juste les ingrédients qu'il faut, dans la quantité qu'il faut, pour que la potion, elle prenne vie, pour soi. Et c'est un peu ça, le fait de former des habitudes. C'est on teste, on change les ingrédients, ou on change la quantité d'ingrédients, ou on change quand est-ce qu'on rajoute l'ingrédient dans le truc. Et on teste jusqu'à ce qu'on trouve la formule qui marche pour soi. Ça c'est ma vision des habitudes, on en reparlera. Et c'est aussi la vision de Fumio Sasaki, c'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin. Et du coup ça peut être intéressant si vous êtes en ce moment, si vous avez envie d'arrêter des mauvaises habitudes ou de mettre en place des bonnes habitudes dans votre vie, ça peut être intéressant de puiser dans ces 50 étapes, ou en tout cas ces 50 pistes de réflexion. Parce que j'ai lu ce bouquin fin juillet, début août, et j'ai testé pas mal de trucs qui mettaient en place, notamment le fait d'avoir un journal de bord dans mon bullet journal, pour justement avoir des données à exploiter derrière pour comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et jusqu'à présent j'en suis très contente, j'ai commencé à mettre en place des choses qui tiennent bien, donc si ça vous intéresse, je vous invite à lire ce bouquin. Ensuite, je voulais absolument vous montrer ça. C'est l'enfant intérieur. En fait, je suis partie en week-end à Saint-Malo avec mon mari il y a quelques temps, en fin d'été. Et sachez que, donc je m'appelle Florie, Florie c'est mon vrai prénom. Et quand j'étais petite, j'avais une frustration énorme dans ma vie. C'était que tous les trucs qui vendaient dans les magasins touristiques estivaux, genre les rondes serviettes, les bols, les mugs, les grainderies gravées, les bracelets, les machins comme ça, il y avait jamais Florie.
il y avait toujours Flavie, Flore, Florence, Florent, après c'était Fabien, machin, et Florie, jamais, jamais, jamais. Le plus proche qu'il y avait c'était Flore ou Flora en général, et c'était une énorme frustration de mon enfance. Et en fait, quand on est parti à Saint-Malo, quand j'ai vu tous les, vous savez, les piles de bols avec des prénoms, je me suis dit, tiens, pour le fun, on va voir s'ils ont fleuri. Et ils avaient fleuri, donc je l'ai acheté. Et donc, ben voilà, 25 ans plus tard, j'ai réglé une énorme frustration de mon enfance. Et ça me fait super plaisir. Et du coup, c'est devenu mon bol de petit déjeuner. Je mets Vitabix dedans. Voilà. Ensuite, toujours dans le domaine de tout ce qui est bouffe et compagnie, je voulais vous montrer un thé. J'ai l'impression que ça va devenir un espèce de petit rituel de ces inspirations et favoris du trimestre, de vous présenter un thé différent à chaque fois. Donc le thé que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Pleine Lune. Donc c'est un mélange thé parfumé de chez Mariage Frères. Il existe en thé noir. Je sais qu'il existe aussi en thé rouge, je sais pas s'il existe en thé vert. Mais ça c'est un truc que j'aime bien et Mariage Frères n'est pas les seuls à le faire. Je sais que le Palais des Thés le fait aussi. C'est-à-dire que certains de leurs mélanges iconiques, ils les font du coup en déclinaison thé noir, thé vert, thé rouge. Donc thé rouge c'est rooibos, c'est sans théine, c'est pas du thé en fait. On appelle ça thé, mais c'est pas du thé, c'est une autre plante. Rooibos qui est sans théine. Donc moi en général, après 14 h, je passe aux tisanes et au thé rouge. Et du coup je trouve ça chouette quand on aime un mélange parfumé, de pouvoir avoir l'option thé noir, thé vert, thé rouge. Donc là le Pleine Lune en l'occurrence, c'est le thé noir mon préféré, c'est celui que j'ai. Et donc c'est un thé noir aux amandes et épices douces. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre la gueule que ça a, je sais pas si vous allez voir grand chose. Des petits pétales bleus dedans et tout. Et c'est une copine d'enfance qui me l'avait offert. Je sais plus si c'était pour une crémaillère, un anniversaire, ou qui me l'avait amené parce que je l'avais invité à manger, je sais plus. Mais je m'en suis jamais séparée, j'ai gardé, elle m'avait offert dans la petite boîte, donc j'ai gardé la petite boîte et régulièrement je me rachète 100 grammes. Alors combien ça coûte Mariage Frères? Cher. Avec la boîte, il y a moyen que ce soit 16 ou 17 balles, et sans la boîte, il y a moyen que ce soit 8-9 € le kilo. Non, pas le kilo. 8-9 € les 100 grammes. Quelque chose comme ça. Après moi j'ai beaucoup de thé chez moi, donc en général 100 grammes de thé comme ça me dure un certain temps. Mais si vous avez envie de tester, je pense que c'est un des grands classiques de Mariage Frères Pleine Lune. Il est effectivement assez doux, on sent le côté amande et tout. C'est beaucoup plus doux que tout ce qui est chai et compagnie, enfin ça n'a rien à voir en fait. Là ils disent épices douces, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est chai et compagnie. C'est assez doux, c'est assez passe-partout, je connais personne qui n'aime pas le Pleine Lune. Donc c'est vrai que j'aime bien le proposer quand des gens viennent et que je veux faire un pot de thé pour tout le monde. C'est assez passe-partout. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir le thé Pleine Lune, et après noir, vert ou rouge en fonction de ce que vous préférez comme type de thé. Il est vraiment chouette. Et je vais terminer, c'est l'inspiration favorite du trimestre avec la seule fiction que j'ai lue cet été, et vous allez voir pourquoi j'ai lu que ça. Paye ton annuaire. Donc je ne suis pas du tout originale, en fait j'ai lu la trilogie de Dune de Frank Herbert. Alors ce truc là traînait dans ma bibliothèque depuis 5 ans, et en fait vu le poids du machin, je l'avais jamais lu parce que jusqu'à présent, jusqu'à tout ce qui est eu en 2020, je prenais l'avion en moyenne une fois par mois pour le boulot. Et donc du coup c'est un petit peu compliqué de trimballer ça dans les valises. Et du coup c'est vrai que je l'avais jamais commencé parce que c'est un petit peu frustrant de lire par petits bouts parce que j'emmène un bouquin de poche en vacances ou quoi, ou parce que j'emmène un bouquin de poche dans l'avion pour aller à Varsovie, etc. Mais là avec l'annonce du film de Villeneuve, et ben j'ai fait le mouton, j'ai fait comme tout le monde et je me suis dit cet été il faut que je le lise pour pouvoir savoir de quelle matière on part. Et puis comme j'ai très peu voyagé, bon, ça m'a quand même pris tout l'été, vous voyez, je l'ai pas fini, il me reste peut-être une 50aine de pages. Mais voilà, j'ai fait mon mouton, j'ai lu ça. Alors, je comprends que ce soit un classique, parce qu'effectivement, on est presque plus sur de la science-fantasy que de la science-fiction. Enfin, c'est vraiment un genre que j'adore, c'est un genre qui a inspiré Star Wars en fait. C'est que c'est une science-fiction qui est basée sur la construction d'univers. C'est que c'est pas juste Pépito dans son vaisseau spatial réussit à arriver aux confins du système solaire. C'est vraiment une création d'univers comme on en trouve dans de la fantasy. Donc la fantasy c'est tout ce qui est Tolkien, Seigneur des Anneaux, tout ce qui est Game of Thrones, si vous connaissez avec la série Netflix maintenant c'est bien connu. Non pas Netflix, HBO c'est bien connu. Comme The Witcher, qui est pour le coup la dernière série Netflix de fantasy qui a plutôt bien marché.
Sauf que c'est pas de la fantasy, c'est de la science-fiction, c'est un futur lointain, on sait que c'est notre futur, puisqu'il mentionne le fait que la Terre a existé un jour, mais tout le monde a oublié, machin truc. Et en même temps, il y a un énorme côté world building, donc un côté création de monde, et ça c'est hyper, moi je suis hyper impressionnée par ça, c'est-à-dire qu'il a créé, donc c'est tout un empire multiplanétaire, il y a tout un tas d'organisations plus ou moins anciennes. Il y a les Bene Gesserit qui sont des femmes, des espèces de prêtresses qui ont des pouvoirs particuliers d'empathie, de choses comme ça, un petit peu comme des espèces de mentalistes du futur. Il y a à l'inverse les Mentat qui sont des espèces d'ordinateurs humains. Voilà, donc il a vrai. Et puis là, au fur et à mesure qu'on lit, on voit qu'il y a toute une explication à pourquoi ces trucs-là existent. On comprend par exemple que les IA ont été bannis il y a très très longtemps, que c'est pour ça que c'est pas un monde hyper technologique. Donc il y a de la technologie, puisqu'il nous parle de boucliers, il nous parle de laser gun, il nous parle d'armes nucléaires, donc on voit que c'est un univers de SF, et en même temps, en plus ça se passe donc sur Dune, sur Arrakis, qui est planète de désert, gros parallèle avec les pays qui font du pétrole, hein, entre l'épice et le pétrole, gros parallèle avec toute la culture nomade du désert, etc. Machin, hein, il parle de djihad, il parle de choses comme ça. Mais voilà, c'est hyper intéressant en termes de world building, c'est hyper intéressant en termes de... Justement, ces Fremen là, qui sont les gens qui habitent dans ce désert, il a créé, même si c'est inspiré de certaines choses qui existent, il a quand même créé tout un tas de choses autour de l'eau, puisque c'est une planète désertique qui a très peu d'eau. Donc il a créé toute une sorte de religion, de pratique, de rituels, de traditions, d'habitudes autour du fait que ça manque d'eau en fait, et que l'eau devient la richesse ultime. Et ouais, cette création de monde, elle est ouf quoi. Elle est vraiment ouf. Après, le bouquin, il a les défauts de son époque, c'est-à-dire que un petit peu à la manière de Fondation et compagnie, c'est vraiment... Fondation, c'est Asimov. C'est vraiment des bouquins qui ont beaucoup de distance avec les personnages, il y a très peu d'émotions. C'est un point de vue omniscient, donc on saute des pensées d'un personnage à l'autre. Et nous, dans la littérature moderne, on a l'habitude de choses qui sont vraiment en point de vue d'un personnage, qui sont très émotionnelles, où on rentre vraiment dans les émotions des gens, etc. Là, c'est pas du tout comme ça, il y a vraiment ce côté de distance qui date de l'époque, hein. C'est-à-dire que vous regardez Star Trek Nouvelle Génération de la fin des années 80 commencer, vous regardez Star Trek Picard avec le même personnage qui a été fait en 2020, 2019, 2020, 30 ans plus tard, vous la voyez la différence. Le côté de distance émotionnelle y était aussi dans les séries télé, alors qu'aujourd'hui on fait des séries beaucoup plus émotionnelles, qui prennent beaucoup plus au trip, etc. Donc quand on n'a pas l'habitude, moi j'aime bien cette distance émotionnelle, je sais que Fondation c'est un de mes bouquins préférés, donc ça me dérange pas, mais sachez que ça existe. Le truc qui m'a dérangé avec Dune, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est que c'est insupportablement sexiste. Alors je m'en doutais un petit peu, hein, Asimov c'est un petit peu sexiste aussi, Tolkien c'est un petit peu sexiste aussi, il faut voir l'état des droits des femmes dans les années 60, mais là c'est violent quand même. C'est-à-dire que l'univers est ultra sexiste, pas seulement les Fremen, parce qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est inspiré de culture de la terre, terrestre, qui sont pas particulièrement égalitaires en termes de sexe, mais là c'est pas juste les Fremen, c'est vraiment tout l'univers, tout le système. Les femmes, elles servent rien qu'à être des utérus pour machiner les lignées, c'est les hommes qui obéissent, les femmes peuvent pas avoir de pouvoir. Le seul type qui rentre dans le truc de Bene Gesserit, qui est donc le truc de femme, bah, le seul homme qui arrive à avoir le pouvoir des femmes, bah, c'est celui qui devient le messie, comme de par hasard. Il faut que ce soit un homme qui réussisse là où tout un tas de générations de femmes sont pas capables de le faire. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est particulièrement sexiste. Donc à remettre dans son époque évidemment. Mais moi en tant que femme, je me suis quand même pris pas mal de micro-agressions dans la tête au fil de la lecture, c'est pas très agréable. Donc sachez, si vous n'avez pas encore lu ou relu Dune et que vous êtes sensible aux questions de sexisme, sachez que c'est particulièrement sexiste. Mais, en tout cas si vous aimez l'imaginaire, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez même les trucs un peu science-fantasy qui sont vraiment de la création d'univers, où on sent que l'auteur ou l'autrice a vraiment... penser à tout un système, etc. C'est le genre de choses qui vous intéressent. Je pense que Dune, c'est vraiment un des textes fondateurs de ce genre de truc-là. Et ça mérite franchement quand même d'être lu. Voilà, je sais pas depuis combien de plombes je vous parle, donc je vais m'arrêter là pour ces favoris d'été 2020.
J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager vous si vous avez eu des favoris, des découvertes, si vous avez un avis sur ce que j'ai présenté, si vous avez des recommandations à faire dans le même ordre d'idées que ce que je vous ai présenté là, ben n'hésitez pas à interagir en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur hello@storyteller.com et pour être tenu au courant de tout ce que je fabrique ici et là, sans le filtre des algorithmes, vous pouvez vous inscrire à la lettre créative et optimiste du dimanche matin. C'est la meilleure manière de vous assurer de rester informé de ce que je fais. En attendant, merci infiniment d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée et à la prochaine!